Ah, ça fait plaisir, merci. En forme alors? Bien. Alors, on est reparti, on arrive un petit peu au bout de l'aspect neuro. Vous serez après, il reste un cours après celui-là. Après, vous serez entre les mains de mon collègue médecin, Monsieur Debante, pour les aspects un peu plus viscéraux et un peu le fonctionnement de votre organisme et à l'intérieur de vos viscères. Du coup, on en était au potentiel d'action. Donc oui, vous en savez déjà pas mal, il n'y a pas de problème là-dessus. On va pas revenir là, on va forcément les reprendre, mais assez rapidement. Moi, ce que je veux là, c'est qu'on aille, comme je vous l'ai dit tout le temps, un peu plus loin. Et là, on va aller un peu plus loin parce qu'il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, de manière après, justement, à mieux percevoir l'intérêt des cellules gliales, par exemple, sur le fonctionnement des neurones et surtout sur le fonctionnement du transport de l'information nerveuse, sur la capacité à réfléchir, à intégrer des connaissances. Du coup, globalement, ça c'est ce que vous connaissez tous, il n'y a pas de souci. Maintenant déjà, il y a un petit plus par rapport normalement à avant, du moins je l'espère, c'est que déjà la notion de dépolarisation et de repolarisation et d'hyperpolarisation, maintenant ça vous parle, et ça vous parle non pas juste en mode ça monte ou ça redescend ou ça va plus bas que ce que c'était avant, non, ça vous parle maintenant en termes de déplacement d'ions. Et vous savez globalement à quoi ça correspond. Et vous savez surtout d'où vient cette potentiel électrique, d'où vient ce fameux VM, et donc pourquoi il évolue de cette manière. Nous, on va essayer maintenant de distinguer exactement ce qui se passe au niveau de l'axone du neurone au moment de la réalisation de tous ces mouvements et pourquoi et comment. Comment ça a été trouvé initialement et comment on a pu trouver des pistes d'analyse, c'est qu'on a utilisé des drogues particulières. En général, ils testent une grande diversité de drogues, puisque comme c'était électrique, les gens se sont parfaitement doutés que ça venait d'ions, donc ils se sont mis à utiliser des drogues qui ciblaient le fonctionnement de certains canaux qui laissent passer des ions, et ils en ont testé plusieurs. Et notamment la tétrodotoxine, TTX, ça par contre, il faut vraiment que vous le maîtrisiez, puisqu'après, on considère que c'est tellement, entre guillemets, facile, bateau et lambda, que après, lorsqu'on va réaliser des exercices, on ne vous parlera que de la drogue et point barre. À vous de savoir à quoi ça sert et comment ça agit. Donc la TTX est très importante puisque c'est une neurotoxine, ce qui signifie que ça crée des défauts de fonctionnement des neurones directement, et qui va provenir de poissons, notamment des poissons japonais, et qui inhibe spécifiquement les canaux sodiques voltage dépendants. Donc ça, on l'a détaillé un petit peu la dernière fois, où on a vu que des canaux sodiques voltage dépendants, c'est que c'est une protéine transmembranaire, 1, 2, qu'elle laisse passer que le sodium et rien d'autre, et 3, qu'il faut qu'il y ait une quantité suffisante d'électricité dans la cellule pour déformer ce canal physiquement et du coup l'ouvrir pour laisser passer ces ions. Et donc lorsqu'on met cette TTX, là, qu'est-ce qu'on distingue? Le calme plat. Pas un seul potentiel d'action n'est possible sans canaux sodiques voltage dépendants. Et donc c'est comme ça qu'ils ont donc déduit que la phase de dépolarisation provenait que du sodium et exclusivement du sodium. Alors que vous avez vu, la stimulation, elle, que l'on appelle ici, nous, donc un artefact de stimulation. Pourquoi un artefact? C'est pas vraiment un artefact, c'est juste que c'est pas un déplacement d'ion naturel dû au fonctionnement naturel de votre neurone, mais dû à votre intervention extérieure en tant qu'expérimentateur où vous avez stimulé le neurone, et donc ça a créé des déplacements d'ions qui sont enregistrés ici. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un artefact, parce que c'est pas, entre guillemets, directement naturel, physiologique. L'autre drogue qui a été utilisée, c'est le TEA, tétraéthylammonium, qui est un anion quaternaire et qui va en fait boucher et inhiber spécifiquement du coup les canaux potassiques voltage dépendants. Donc là, je ne remets pas la description du canal, du coup vous l'aurez compris, comme le sodium, sauf maintenant c'est le potassium. Et là, qu'est-ce qu'on distingue? Il y a bien un potentiel d'action qui se crée, ce qui est logique, on n'a pas touché au sodium. Par contre, il est extrêmement plus long. Mais là où ça doit, entre guillemets, vous faire tilt, c'est que même s'il est plus long, il
quand même parvient à se repolariser. Et ça, c'est une notion qu'il faut que vous gardiez en tête. Du coup, ils se sont dit, le canal potassique, il doit jouer dans la repolarisation. Mais là, vous ne pouvez pas, au vu de cette expérience, dire que la repolarisation est due au canal potassique et uniquement au canal potassique, puisqu'elle parvient tout de même à se faire, mais beaucoup plus lentement. Et justement, on va voir que cette petite différence, elle est due à une pompe qu'on connaît très très bien et à son fonctionnement, et on va le détailler après. Du coup, globalement, les chercheurs en ont déduit sodium pour la dépolarisation, canaux potassiques pour la repolarisation, mais pas seul. Il y en a d'autres qui peuvent participer apparemment. Et une hyperpolarisation, pourquoi ? Parce qu'on est descendu plus bas que ce qu'on était avant en termes de VM. Ça, on l'a détaillé la dernière fois. Du coup, cet enregistrement, cette vision que vous avez depuis de nombreuses années maintenant du potentiel d'action, c'est une vision intracellulaire. C'est-à-dire que c'est lorsque je me mets à l'intérieur de ma cellule que je vois quoi ? Je vois que le VM est de moins 60, c'est bien parce que je suis dedans, que je vois que je suis à moins 60, sinon je serais à plus 60, entre guillemets, si je regardais par rapport à dehors. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on a un VM qui augmente comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il devient de plus en plus positif à l'intérieur. Pourquoi ? Il devient de plus en plus positif. Pourquoi il se dépolarise, ce potentiel de membrane ? Allez, vous le savez, on vient de le dire. Là, il faut juste c'est juste une notion de point de vue. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'image d'en bas, là, c'est le potentiel d'action aussi. C'est le même. Il n'y a aucune différence entre l'image du haut et du bas. Aucune. La seule et unique différence entre les deux images, c'est est-ce que je regarde le potentiel d'action de dans le neurone ou est-ce que je regarde le potentiel d'action de dehors du neurone. Donc c'est qu'une question là de point de vue. Et donc ce que je veux, c'est que vous compreniez ces deux points de vue. Et donc le point de vue du haut, classique, pourquoi il a cette tête-là quand je suis à l'intérieur du neurone ? Tout simplement parce qu'il y a une vague de charges positives, que sont le sodium, qui me tombe sur la tête, qui me rentre dessus. Du coup, vous voyez là apparaître, vous voyez venir à vous une grosse quantité de charges positives. Donc ça remonte. En même temps, si je suis dehors, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'inverse. Quand je suis dehors, je perds du sodium. Du coup, je perds des charges positives qui s'enfoncent vers le neurone. Donc, vous avez ici une repolarisation, une diminution du potentiel extracellulaire. Vous avez vu ? Voilà pourquoi, en fait, il a cette tête-là. Ensuite, quand on arrive tout en haut, on l'a dit tout à l'heure, c'est le potassium qui s'y met. Or, où est-ce qu'il va aller le potassium, d'après ce que vous avez vu dans les premiers cours ? Qu'est-ce qu'il fait le potassium ? Il sort. Du coup, quand je suis, moi, dans le neurone, qu'est-ce que je vois ? Des charges positives qui sortent, qui s'éloignent de moi, et du coup, hop, le potentiel rediminue. Et pour l'extérieur, c'est l'inverse. Je vois apparaître, venir à moi, une vague de potassium, une vague de charges positives. Du coup, le potentiel extracellulaire, lui, réaugmente. Donc voilà pourquoi, finalement, ces deux vues-là sont absolument identiques, si ce n'est, est-ce que je suis dans le neurone ou est-ce que je suis à l'extérieur ? Mais on visualise là les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, ce que l'on appelle, nous maintenant, du coup, les courants. On a les mêmes courants ioniques. Du coup, on va essayer maintenant de comprendre comment c'est possible que le potentiel d'action démarre à moins 40 et pas autre chose, pourquoi il a cette tête-là et pas une autre tête, et surtout, pourquoi il a toujours la même tête, ce potentiel d'action. On va essayer de le comprendre. Et comment on va le comprendre ? Déjà, en voyant ensemble, rapidement, les techniques électrophysiologiques, les techniques de mesure du fonctionnement électrique des neurones, que vous pourrez retrouver après dans des stages, en laboratoire, etc., que l'on appelle du coup le patch clamp. Ensuite, on va étudier la structure intrinsèque des deux grands récepteurs, des deux grands canaux, impliqués dans le potentiel d'action, que sont le sodique et le potassique voltage dépendant, pour pouvoir derrière mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, justement, nous détaillerons leur fonctionnement pour en arriver à la cellule globale et non pas juste à un petit bout d'axone. Vous allez voir.
Du coup, le patch clamp, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que vous avez de pouvoir enregistrer le fonctionnement électrique d'une cellule et de pouvoir surtout le manipuler. Du coup, voici une image en lumière transmise d'une pipette ici, une électrode, une pipette qui va venir rentrer, regardez, en contact avec la membrane plasmique d'un neurone dans une chambre de culture, qui va vous permettre du coup de pouvoir ensuite intervenir sur le fonctionnement de ce tout petit bout de membrane. Et vous allez voir justement que toute la spécificité, elle est comme pour le potentiel d'action, où vous allez aller, où vous êtes pour regarder le fonctionnement du neurone. Du coup, la première technique dans le patch clamp, c'est quoi? C'est qu'il va falloir rentrer en contact avec la membrane, et si vous voulez pouvoir enregistrer des déplacements électriques, il faut qu'il n'y ait aucune fuite possible, c'est-à-dire aucune communication possible entre la pipette et l'extracellulaire, pour que vous soyez complètement associés, scindés, entre guillemets, d'accord, sous forme de succion, on va le voir tout à l'heure, avec la membrane plasmique. Du coup, comment on arrive à rendre le contact de votre électrode avec la membrane imperméable à tout ion, imperméable à tout déplacement? Parce que si vous avez des fuites d'ions, du coup, vous n'enregistrerez pas ce qui se passe dans la cellule, mais vous enregistrez ce qui se passe à l'extérieur, entre votre pipette et le milieu extérieur. Du coup, on va appliquer mécaniquement, avec des seringues, une succion à l'intérieur de votre pipette, qui va du coup faire rentrer, absorber, déformer la membrane plasmique jusqu'à ce que les forces de traction sur la bicouche lipidique s'égalisent avec les forces de contact sur la pipette. Et donc on atteint en fait un niveau de résistance, d'accord, sur la traction de la membrane qui atteint le gigaohm. On considère donc que quand on a suffisamment aspiré la membrane pour qu'on atteigne 1 gigaohm de résistance, dans ce cas-là, on considère qu'on est scellé, qu'on est attaché à la cellule. Du coup, la technique s'appelle la cellule attachée. Ensuite, là, vous voyez quoi? En fait, pas grand-chose. C'est juste que vous avez accès à des petits canaux ou des récepteurs qui sont situés dans le petit bout de membrane que vous avez. Mais vous n'avez pas accès à ce qui se passe dans la cellule. Par contre, vous pourrez enregistrer si la cellule libère ou si elle aspire des ions, entre guillemets, si les ions s'échappent de la cellule ou s'ils rentrent dans la cellule, vous le verrez. Mais vous n'avez accès que à la surface externe de la membrane plasmique. À partir de cette position où vous êtes complètement scellé, si vous retirez votre pipette, c'est-à-dire vraiment vous la décalez sur le côté, vous allez donc étirer encore plus la membrane, mais comme vous êtes scellé avec 1 gigaohm, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une rupture membranaire. Et vous allez donc arracher un tout petit bout de membrane. Avec, et gardez bien ça en tête parce que c'est comme ça qu'on va le comprendre, la partie extracellulaire dans la pipette et la partie intracellulaire en dehors de votre pipette. Du coup, en anglais, ils l'ont appelé inside out, à savoir que l'intérieur de la cellule et la face intracellulaire de la membrane plasmique se retrouvent à l'extérieur de votre pipette. Dans ce cadre-là, vous allez pouvoir travailler non pas sur la totalité de votre cellule, mais que sur un tout petit fragment, donc sur un tout petit nombre de canaux. Donc la configuration cellule attachée vous donne un aperçu de ce qui peut se passer sur la surface de la cellule, alors que la configuration inside out va vous donner un aperçu que de quelques petits canaux, dans le tout petit bout de membrane que vous avez arraché. Et c'est tout. Ça, c'est la première phase, on va dire facile. La deuxième est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Premièrement, pour ça je vais vous faire un petit schéma, juste pour que vous compreniez la progression de la manip, c'est qu'en fait, vous allez tout d'abord réaliser, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, ce fameux gigaohm. Donc j'ai ma petite cellule, j'y amène en contact ma pipette,
On est d'accord? Et là, j'applique une succion vers le haut, ce qui va du coup déformer ma membrane plasmique jusqu'à atteindre le gigaohm. Donc ça, pas de problème, vous l'avez compris. Du coup, oh non, alors, je ne vais pas m'en sortir. C'est génial cet outil. Il est là? Ouais. On va y arriver. Hein. Ok. Donc là, on est en cellule attachée. C'est la configuration cellule attachée qui peut tomber un examen, vous verrez. Si par contre, là, je suis trop agressif, je suis trop énervé, et en fait, j'aspire encore plus. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? La force de traction, de succion, va être telle que vous allez arracher, casser la membrane plasmique. Du coup, vous allez vous retrouver avec le liquide intracellulaire qui va se mélanger avec l'intérieur de votre pipette. Vous êtes en cellule entière. C'est ça qu'on appelle la configuration cellule entière. C'est quoi la configuration cellule entière? C'est que votre pipette vous donne la possibilité de mesurer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre cellule et sur toute la cellule. Quand la cellule est attachée, vous avez qu'un petit bout de membrane et donc vous voyez qu'un petit partie de la cellule. En cellule entière, vous allez voir tout ce qui se passe dans la cellule. Ok, ça c'est une nouvelle manière d'enregistrer en PatchClamp le fonctionnement d'une cellule. Si maintenant on fait comme pour l'inside out, à savoir que maintenant qu'on est ouvert, eh ben je me mets à tirer, à reculer, à éloigner ma pipette. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une tension sur la membrane plasmique ici, jusqu'à ce qu'elle lâche. Résultat, je vous le fais, vous allez avoir ceci. Et la cellule, comme ça. Ça vous va? Donc en gros, je me suis attaché, j'ai aspiré jusqu'au gigaohm, ce qui m'a permis de me sceller, d'empêcher toute ion de passer, parfait. Et là, j'ai continué à aspirer, pouf, ça casse. Donc j'ai accès à l'intérieur de la cellule. Bingo. Mais je suis toujours scellé sur ma membrane, puisque j'ai déjà atteint mon gigaohm. Là, je m'en vais, je m'éloigne, du coup j'arrache un tout petit bout de membrane. Sauf que là, je suis pas très fort en chimie, mais là, ça marche pas, ça. La cellule, elle n'accepte pas cette situation-là. Pourquoi? Parce que si je vous la fais en mode bicouche lipidique, vous avez ici les fameuses queues qui sont hydrophobes, qui se retrouvent du coup en contact direct avec mes petites vagues de l'eau qui se trouvent dans votre milieu. Et ça ne tient pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bicouche lipidique cherche à s'isoler de cette eau. Et elle cherche du coup d'autres acides gras qui sont au plus proches. Et où sont au plus proches les autres acides gras? Je vous le mets dans le mille, ben juste à côté. Du coup, vous avez reformé votre bicouche lipidique juste par force hydrophobe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de retourner votre membrane plasmique comme une chaussette. Je vous le refais maintenant en changeant juste la couleur entre l'intracellulaire et l'extracellulaire de la bicouche. Si au départ, le rouge c'était bien la partie intracellulaire de la bicouche, du coup ici c'est la partie intracellulaire de la bicouche. Vous êtes d'accord? Du coup, j'ai retourné ma membrane, et donc maintenant, qu'est-ce que je suis? Ici, je suis dans ce que l'on appelle la configuration outside. Oh, c'est génial, hein? Out. Et donc, pourquoi outside? Out, super facile. La partie extracellulaire de ma membrane plasmique est à l'extérieur de ma pipette. Alors que tout à l'heure, le inside out me montrait que la partie
intracellulaire était à l'extérieur de ma pipette. Ça vous va? Les différentes techniques? D'après vous, quelle est la logique physiologique qui se cache derrière? Mon inside out ici et mon outside out de l'autre côté. Dans les deux cas, j'ai un tout petit bout de membrane. Dans les deux cas, je suis scellé avec. Dans les deux cas, du coup, je peux enregistrer le fonctionnement de canaux à la membrane. Sauf que, qu'est-ce que le fait de retourner ma membrane plasmique m'amène comme avantage ou comme inconvénient? Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage pour essayer de déterminer le fonctionnement de vos canaux ou de votre cellule? Entre le inside et le outside. Allez, allez. Non. Dans tous les cas, dans les deux cas, tu vas mesurer la différence de potentiel entre les deux côtés. Et non, alors justement, qu'est-ce qui va déterminer ton potentiel? C'est pas que ta membrane plasmique soit à l'envers. Oui, mais du coup, que tu sois à l'endroit ou à l'envers, ça ne changera pas la quantité d'ions. Et c'est ça toute la spécificité. Et c'est ça qui est rigolo. C'est que notre VM, il n'est pas dû parce que j'ai la partie intracellulaire dans la cellule et la partie extra à l'extérieur. Non, il est dû parce que le potassium qui est dedans sort de la cellule. Point barre. Donc que je mette ma membrane dans ce sens-là ou dans l'autre sens, tant que le potassium est à l'intérieur et qu'il veut sortir, j'aurai toujours un VM négatif. Donc c'est pas ça l'intérêt. Imaginez-vous maintenant que là-dedans, vous avez un récepteur. Je vais vous la faire plus facilement. Un récepteur. De quoi il a besoin pour s'ouvrir, ce récepteur? Un ligand. Comment, du coup, je vais faire, dans le cas de l'outside out, pour activer mon récepteur? Où est la partie de liaison du récepteur avec son ligand? Sur la partie intra ou extracellulaire de la membrane? Extracellulaire. Dans ma partie outside out, du coup, on a bien la partie qui peut s'accrocher au ligand qui est vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux l'activer, ce récepteur? Où est-ce que je le mets, le ligand? Dans le milieu extracellulaire. Si je suis maintenant en inside out, la partie de liaison du récepteur avec son ligand est située où, cette fois-ci? Là, visuellement, elle est où? Dans la pipette. Vous vous retrouvez donc avec la partie qui peut s'accrocher avec votre ligand, qui est ici à l'intérieur de votre pipette. Du coup, où est-ce qu'il faut que je mette mon ligand si je veux l'activer? Dans ma pipette. Comment je fais quand j'ai une pipette qui est attachée, scellée avec un bout de membrane, pour mettre un ligand ou pour l'enlever? Vous ne pouvez pas. Donc lorsque vous allez vouloir, en inside out, activer un canal, un récepteur, soit vous l'activerez tout le temps, soit vous l'activerez jamais. Mais vous ne pourrez pas rajouter ou enlever. Alors qu'en outside out, là vous avez gagné. Puisque en fait, votre canal à la partie extracellulaire, à l'extérieur de votre pipette. Du coup, j'ai de l'eau, comme tout va bien, mon petit tampon osmolaire avec les concentrations que je veux bien, sans ligand. Comme ça, mon canal, mon récepteur, je le vois quand il n'est pas activé, et je peux faire des enregistrements. Et puis tout d'un coup, hop, je peux rajouter du ligand, qui va venir du coup s'accrocher sur votre récepteur et provoquer quelque chose. Vous pourrez le mesurer. Et puis tout d'un coup, vous vous dites non, ça suffit, on arrête, pas de problème. Vous changez votre milieu extracellulaire, vous n'avez plus de ligand et vous voyez votre canal, récepteur canal, qui s'arrête de fonctionner. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc en fait, l'idée du inside out ou du outside out, c'est de vous dire, je vais pouvoir étudier mon canal ou mon récepteur sur sa partie intracellulaire ou sur sa partie extracellulaire. Et je vais pouvoir du coup manipuler comme ça le fonctionnement de mes récepteurs pour bien les comprendre. Et vous allez justement avoir un exemple concret de l'expérience grâce à l'inside et l'outside. Voilà, donc vous avez vu là toutes les grandes techniques classiques
qu'on peut utiliser pour enregistrer le fonctionnement des canaux, des neurones, etc. Donc soit cellule attachée, elle n'est pas cassée, j'ai pas accès à l'intérieur, soit cellule entière, j'ai accès à la totalité de ma cellule et au fonctionnement de tous les canaux de la cellule, soit en inside out, soit en outside out. OK? Go! Passons aux choses sérieuses. Ça, c'était juste l'intro pour poser les bases, pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on va l'appliquer au canal sodique, voltage dépendant. Voilà à quoi il ressemble. Et en fait, tout est dit là-dedans. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi il y a un potentiel d'action qui a cette tronche-là et qui s'arrête toujours au même voltage et qui démarre toujours au même. C'est pas un truc de fou? Pourquoi? En fait, on voit qu'il a 6 domaine transmembranaire et notamment, qui est assez important, un domaine qui est une boucle pore. C'est quoi cette boucle pore? C'est tout simplement un ensemble d'acides aminés qui va se retrouver à l'intérieur ici du canal et qui va le boucher du coup. Pour pouvoir former un canal en entier, vous avez besoin de 4 protéines du canal de manière à former un pore. C'est-à-dire que juste les 6 domaines transmembranaires et la boucle pore ne suffit pas à former un trou à travers la membrane. Donc c'est qu'un bout du canal. Et vous avez besoin donc de 4 isoformes, de l'expression de 4 isoformes pour pouvoir faire ce trou. Mais comme il y a la petite boucle d'acides aminés de chacun, ça veut dire que vous vous retrouvez avec 4 boucles qui tombent à l'intérieur, eh bien, rien n'y passe. Deuxième chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est qu'il y a un des domaines transmembranaires qui est polarisé et notamment positif. Et c'est ça qui le rend voltage dépendant. C'est qu'il y a un des éléments transmembranaires, le 4e, qui est chargé positivement. Du coup, vous allez voir un peu toute cette logique. Donc vous vous retrouvez ici avec du coup des domaines transmembranaires, 4 domaines transmembranaires qui sont à l'intérieur de la membrane plasmique, qui sont chargés positivement. Au moment du coup où vous allez changer, modifier l'électricité dans la cellule. De base, ici, votre cellule elle est négative. Et dehors, c'est positif. C'est ce qui donne la forme à votre canal. À partir du moment où il y a un peu trop de charges positives qui vont se trouver à l'intérieur, ça va du coup déformer ce domaine transmembranaire. Et les 4, du coup. Du coup, la déformation des 4 domaines transmembranaires va libérer les boucles pores qui vont du coup laisser passer les ions, et notamment les ions sodium. C'est clair ça, à peu près? Du coup, quand on regarde son fonctionnement, voilà comment ça fonctionne. On regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la partie extracellulaire dans ma pipette. Donc c'est un inside, dehors, out. Je mets les concentrations ioniques qui sont très importantes, que vous pouvez changer si vous le souhaitez dans une expérience, pour provoquer un déséquilibre, donc un gradient chimique, et donc provoquer des courants. Parce que si vous égalisez les concentrations de part et d'autre de la membrane, il n'y aura pas de déplacement. Or, moi, ce que je veux, c'est voir le fonctionnement. Donc forcément, si je veux voir son fonctionnement, il faut que je vois du déplacement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les expérimentateurs? Ils ont mis, comme d'hab, beaucoup de sodium dehors et très peu dedans. Et beaucoup de potassium dedans. Alors quand je dis dedans, c'est pour mimer l'intérieur de la cellule, mais il n'y a plus de cellule, on a juste un petit bout. Et on en met très peu de potassium dehors. Et là, on rajoute du TEA. Pourquoi, d'après vous? Tétraéthylammonium. Pourquoi vous rajoutez du TEA dans cette expérience? Pour ne voir que les Na+. J'ai eu peur, je croyais que tu avais dit K+. Du coup, c'est pour ne voir que les Na+. Pourquoi? Vous avez complètement contrôlé la présence ou non d'ions. Et vous n'avez mis en présence que du sodium et du potassium. Il n'y a rien d'autre. Pas de calcium, pas de magnésium, puisque c'est vous qui l'avez fait.
mais vous avez respecté l'électroneutralité, l'osmolarité, donc tout roule. Comme il n'y a que du sodium et du potassium, si j'enregistre, moi, des courants, ça peut être soit du sodium, soit du potassium. Mais moi, pour l'instant, je veux étudier le fonctionnement des sodiums. Donc, je bloque tous les canaux potassiques, voltage dépendant, qui pourraient être dans mon petit bout de membrane. Je ne sais pas ce que j'ai pris dans mon petit bout de membrane. Donc, dans le petit bout de membrane, il peut y avoir des sodiques voltage dépendants, il peut y avoir des potassiques voltage dépendants, il peut y en avoir plein. Donc, du coup, j'inhibe les canaux potassiques voltage dépendants. Résultat, je suis tranquille. S'il se passe quelque chose, ça ne peut être que du sodium. Il n'y a rien d'autre. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici, ça, il faut que vous appreniez à le lire, parce que si vous ne le lisez pas, ça, à l'examen, quand ce genre de figures tombe, vous êtes dépourvu, alors que peut-être la connaissance, vous l'avez, ce qui serait dommage. C'est toujours le truc délicat des exercices. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ici, on a un voltage de la membrane qui est de moins 100 millivolts. Et ici, il se passe ce qu'on appelle donc un décroché, ou une marche, ou une rampe aussi, où en fait, on a, nous, volontairement, en tant qu'expérimentateurs, changé le potentiel de membrane. Et comment? Je vous ramène au cours de la semaine dernière, où on est capable, avec notre électrode, de rajouter des charges moins, ou de rajouter des charges plus, avec le KCL. Vous vous souvenez? Du coup, au départ, le VM est de moins 100 millivolts, d'après justement ces conditions. Et parce que moi, je l'ai voulu, je mets un coup de générateur, je rajoute dans l'extracellulaire des charges négatives, ce qui s'égalise avec les charges intracellulaires. Du coup, on retrouve un VM de 0. Et ça, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle une dépolarisation. Et pour un neurone, qu'est-ce que ça veut dire? Une excitation. Si maintenant, j'ai donc une différence entre l'inter et l'extérieur qui est nulle, aucune différence de charge, ça veut dire pour que le canal sodique, et notamment pour la partie ici transmembranaire 4, que justement on a beaucoup de charges positives qui du coup déforment mon canal. Résultat, mon canal s'ouvre. Vous avez donc ouverture du canal sodique parce qu'on a ici dépolarisé la cellule. Du coup, qu'est-ce qu'on voit ici en enregistrement? Ça, c'est vraiment ce qu'on enregistre. C'est qu'au départ, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de courant. Tout d'un coup, bam, il y a un courant qui est de quel type? Il est négatif, vous le voyez, ce qui veut dire que le courant est entrant. Il entre dans ma cellule, il s'éloigne, il fuit mon électrode. Donc comme il fuit mon électrode et que mon électrode elle est ici, ça veut dire qu'il va de l'extérieur à l'intérieur, il suit donc bien le gradient chimique. Mais là, il y a un blême. Regardez, le canal, on continue à l'exciter. On continue à égaliser le VM. Donc normalement, mon segment transmembranaire est toujours déformé, puisqu'il y a toujours beaucoup de charges positives dans la cellule. Et pourtant, regardez, le courant s'arrête tout seul et il reste fermé. Il n'y a plus un seul courant après. Comment ça se fait? Tout simplement parce que à l'intérieur de votre cellule, parce que justement vous avez mis beaucoup trop de charges positives, le segment transmembranaire s'est déformé dans l'autre sens. Et du coup, vous avez ici inactiver votre canal par les acides aminés qui sont dans la partie intracellulaire. Regardez comment le schéma il est assez bien fait. C'est qu'au départ, tout est fermé, notamment avec les boucles pores, etc. Tout d'un coup, vous déformez votre canal, les boucles pores se dégagent, donc vous êtes ouvert, vous êtes activé. Et parce que vous continuez à rajouter des plus, vous déformez le canal, mais dans l'autre sens et que dans la partie intracellulaire. Du coup, il est toujours ouvert, le canal, dans sa grande partie, mais pas à l'intracellulaire, et donc on dit qu'il est inactivé. Donc là, c'est deux choses différentes. Vous avez une ouverture du canal et une inactivation. Et d'après vous, du coup, et d'après la constitution du canal, comment je fais pour stopper
cette inactivation naturelle? Comment je peux faire pour empêcher la déformation de ce canal et donc le refermer complètement ou pouvoir le rouvrir une autre fois? Exactement, en réinversant les charges de votre membrane, et notamment vous avez besoin de charges négatives, de manière à redébloquer la position de votre canal et à le remettre en position de départ. Du coup, vous venez maintenant de comprendre, sans encore vraiment le savoir, pourquoi le potentiel d'action s'arrête toujours à plus 50 millivolts environ. Pourquoi ? Parce que les canaux sodiques se referment tout seuls. Et pourquoi ils se referment tout seuls? Parce qu'ils ont un segment transmembranaire positif qui est déformé dans la partie intracellulaire par un surplus de charge positive. Donc, on va le voir tout à l'heure, l'idée, pour ça va vous permettre de répéter, c'est qu'à partir de moins 40 millivolts, vous ouvrez votre canal sodique, et qu'à partir de 0 millivolts et plus, vous commencez à l'inactiver et que vous pourrez le réouvrir une nouvelle fois que et seulement que quand vous repasserez en dessous des 0 millivolts, c'est-à-dire quand vous reviendrez négatif et même en dessous des moins 40 millivolts pour revenir dans la position de départ. Ça va? Donc le canal sodique, de par sa constitution, il est capable de s'ouvrir et de s'inactiver quand la cellule devient positive. Il s'ouvre de moins 40 à 0 et il s'inactive au-delà de 0. Pour le remettre dans sa position initiale et donc autoriser à de nouveaux ions de traverser la membrane, il faut redevenir négatif pour redéformer physiquement votre récepteur, votre canal, et du coup le remettre dans sa position d'origine. Résultat, qu'est-ce que les expérimentateurs ils ont fait? C'est qu'ils ont, grâce à l'inside out, donc au fait que la partie intracellulaire du récepteur soit dehors de la pipette, ils ont rajouté une enzyme, et notamment une protéase, que l'on appelle la pronase. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette enzyme va se trouver dans le milieu, bien sûr, extra-pipette, donc va manger tous les acides aminés qui sont sur la face intracellulaire, puisqu'on est en inside out. Donc tous les acides aminés de la face intracellulaire sont digérés, coupés, clivés par la pronase. Qu'est-ce qu'ils voient comme différence? C'est que quand il n'y a pas de pronase, le canal systématiquement s'ouvre tout de suite et se referme très rapidement parce que votre cellule est positive et donc il s'inactive. Par contre, quand on a mis de la pronase et donc on a mangé, digéré les acides aminés dans la face intracellulaire, il ne s'inactive plus et il reste bel et bien ouvert tout le temps qu'on l'a excité, tout le temps qu'on l'a dépolarisé. Vous venez là de démontrer que c'est bien un ensemble d'acides aminés à l'intérieur de la cellule qui vient boucher, qui vient inactiver votre canal au moment où la cellule est positive. Et que c'est cette particularité d'acide aminé qui lui donne cette fonction de s'inactiver tout seul. Le potassium, lui, ne l'a pas. Et donc les canaux potassiques ne font pas du tout la même chose, et c'est ce qu'on va détailler tout à l'heure. Comment maintenant je peux savoir si mon canal, il laisse bel et bien passer que du sodium et rien d'autre? Dans ce cas-là, vous avez besoin des maths pour vous en sortir. Première chose, vous calculez l'équation de Nernst. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir quelle est l'électricité nécessaire pour empêcher le sodium de bouger, pour s'opposer à la force chimique. Et là, quand on fait le calcul, avec les 20 degrés dont je vous rappelle, le RT sur ZF, log base 10, donc 2,3, on est arrivé à 58. Et donc quand on fait 58 log base 10 de 140 divisé par 14,
qui était bien l'intracellulaire divisé par l'extracellulaire. Dans ce cas-là, on arrive à plus 58 millivolts. Bien. J'ai donc besoin, regardez, que ma membrane plasmique, et donc ma cellule, ait plus 58 millivolts pour faire quoi? Pour empêcher le sodium de rentrer dans ma cellule. Ça veut dire que de moins 60 jusqu'à plus 60, le sodium va rentrer. À partir du moment où on est égalité, Vm égale E, on sait que la membrane laisse totalement passer le sodium. C'est une loi, on l'a vu ensemble la dernière fois. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les auteurs? Eh bien, ils ont fait ce que l'on appelle une courbe courant potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'ils ont modifié le potentiel de membrane et qu'à chaque fois qu'ils ont modifié le potentiel de membrane, ils ont mesuré combien d'ions, combien de courants étaient rentrés à l'intérieur de la cellule. Et là, il se passe un truc de fou. C'est que quand on est à moins 20, on est bel et bien au-dessus de moins 40, donc on déforme le canal, les boucles pores s'ouvrent, et vous voyez qu'il y a une masse de sodium qui rentre dans ma cellule. Ok. Si je passe à 0, même combat, à plus 20, même combat, et là à plus 50, on voit rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de courant sodium. Pourquoi? Parce que la charge électrique de la cellule égalise quasiment le potentiel d'équilibre. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici à plus 50? Oui, les canaux sont ouverts. Ils n'ont pas le choix d'être ouverts puisque la cellule est positive. Donc ils s'ouvrent. C'est à partir de moins 40 qu'ils s'ouvrent. Donc à plus 50, ils s'ouvrent. Mais parce que l'ion a envie de rentrer, mais que la cellule a déjà beaucoup trop de charge positive, du coup, le sodium ne bouge pas. Donc les canaux sont ouverts, mais le sodium ne se déplace pas. Vous n'enregistrez aucun courant. Mais là où ça se complique, c'est que je dépasse le potentiel d'équilibre. Ça veut dire que la cellule, ou donc là le petit bout de membrane, c'est pareil, a une force électrique qui dépasse la force chimique. Ça veut dire que dans notre bras de fer, c'est plus le chimique qui gagne, c'est l'électrique. Et dans ce cas-là, la cellule dit « j'en ai tellement de charge positive que je te veux pas ». Alors que le sodium, lui, il a envie de rentrer. Et donc, qu'est-ce que vous enregistrez comme courant? Un courant positif. Qu'est-ce que ça veut dire, un courant positif? Ça veut dire que le sodium sort de la cellule. Alors qu'il n'y en a déjà que très très peu à l'intérieur et beaucoup trop dehors. Vous venez ici de montrer ce que l'on appelle le courant d'inversion. C'est-à-dire le potentiel d'inversion, c'est-à-dire la quantité d'électricité nécessaire pour que l'ion aille dans l'autre sens que dans le sens chimique où il aurait bien voulu aller. Et ça est toujours égal au potentiel d'équilibre d'un ion si vous ne laissez passer que lui. Vous venez ici de démontrer que votre canal est parfaitement spécifique au sodium. Parce que s'il laissait passer d'autres ions, vous auriez vu et enregistré des courants complètement différents. Or là, on voit parfaitement que c'est bien entre plus 50 et plus 60 qu'on est capable soit de ne plus faire bouger le sodium, soit de carrément le faire sortir. Du coup, comme ça colle parfaitement, du coup, vous êtes sélectif à l'ion. On peut donc retracer la courbe, d'accord? Faire un petit schéma et recasser ici la courbe IV, c'est-à-dire la quantité de courant sodium que vous avez enregistré par rapport à la quantité d'électricité de votre membrane, votre VM, que vous avez provoqué. Donc je change le VM et je vois comment évolue le courant. Et on voit que le courant est linéaire. Et il est très fort et il rentre dans ma cellule dans les valeurs négatives. Et il est nul au moment du potentiel d'inversion, c'est-à-dire au moment où il y a autant d'électricité, de force électrique que de force chimique. Et il s'inverse après le potentiel d'inversion. Du coup, cette courbe ici, et donc le potentiel d'inversion, détermine la sélectivité de votre canal pour votre ion. Si maintenant j'évalue
Ici, la pente A de ma courbe y égale ax plus b que vous avez ici, cette fameuse pente ici que vous avez, elle correspond parfaitement à la conductance unitaire de votre canal. C'est quoi la conductance? C'est tout simplement la capacité à laisser passer une certaine quantité d'ions. Résultat, pour vraiment être très concret, si je prends cette porte qui est ici, qui on le voit a un diamètre assez léger, au niveau ici de la pente, d'après vous, qu'est-ce qui risque de se passer? Dans quel sens elle va pivoter par rapport à la porte quadruple que vous avez là-haut? Si j'ai une porte qui est toute fine ou une énorme porte, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le courant? C'est-à-dire la capacité à laisser passer des étudiants. Donc, à quoi va ressembler ma courbe ici, ma droite plutôt? Elle va se coucher ou elle va se lever? Elle va se verticaliser ou elle va s'horizontaliser si la porte elle est toute petite? Allez. Exactement. Si ma porte est toute petite, c'est-à-dire si elle a une très faible capacité à laisser passer des étudiants par unité de temps, du coup votre pente ici sera très horizontale, parce que vous ne serez pas capable de laisser passer beaucoup d'ions, beaucoup d'étudiants, donc je ne vais pas descendre ou monter très haut dans les Y. Alors que si je utilise les 4 portes, vous avez des masses d'étudiants par unité de temps qui peuvent sortir. Du coup, vous avez un courant, un déplacement, un mouvement qui est énorme. Du coup, vous allez verticaliser ici votre courbe. Du coup, on définit que la pente de la courbe est parfaitement identique à la conductance de votre canal, à la capacité qu'il a à laisser passer des ions par unité de temps. Et comme on vient de démontrer, grâce au potentiel d'inversion, qu'il est spécifique que au sodium et à rien d'autre, on a gagné. Du coup, on exprime la conductance en Siemens, et ici, pour le sodium, on sait, puisqu'il a été extrêmement étudié, que ça fait environ 20 picosiemens par canal. Donc c'est la valeur gamma et non pas la valeur grand G. Quelle est du coup la grande différence entre le grand G et le gamma? Toute la cellule, ouais, mais du coup quel est le paramètre physiologique qui change? Si du coup on est à toute la cellule au lieu d'être que sur un tout petit bout de membrane. Exactement, le nombre de canaux. Et donc vous multipliez le nombre de canaux par 20 picosiemens et vous aurez la quantité d'ions qui peuvent passer par unité de temps sur votre cellule. Mais attention, le nombre de canaux sodique, oui, mais ouvert, exactement, sinon il ne se passe rien. Parfait. Maintenant, on passe au potassium pour arriver à comprendre le potentiel d'action. Et donc, quand on regarde le potassium, on fait la même manip, tout pareil. Inside out, sodium, pas beaucoup dedans, beaucoup dehors, pas beaucoup de potassium, beaucoup, tatati, tatata. Mais là, cette fois-ci, je mets du TTX dans ma pipette. Du coup, je bloque le fonctionnement de tous les canaux sodiques. Donc, tout ce qu'on vient d'étudier, ils ne marchent plus. Ils ne peuvent pas marcher. Donc, à partir de maintenant, si je dépolarise volontairement ma membrane, que je vois ici, cette fameuse rampe dont j'ai parlé, si je vois quelque chose, c'est que ça vient du potassium et que du potassium, plus du sodium, puisque je les ai bloqués avec la TTX. Et là, qu'est-ce que je vois? Pas de problème, je dépolarise ma cellule, donc je l'excite, je dépasse les moins 40, et ça ouvre le canal qui provoque un courant positif, donc un courant sortant. C'est logique, puisque le potassium, il y en a beaucoup dans la cellule, très peu dehors, donc il a envie de sortir. Bingo. Le problème, regardez, c'est qu'il y a ici une latence. Regardez, je compare avec le sodium. Dès que je le stimule, il s'ouvre immédiatement, à chaque fois. Le potassium, quant à lui, regardez, à chaque fois qu'on le stimule,
il s'ouvre, mais après un certain délai, après un certain temps. C'est-à-dire que du fait de la composition en acide aminé du canal potassique, il met un certain temps à se déformer. Il a besoin d'une sorte d'inertie, d'accord ? Il a besoin d'un tout petit peu de temps pour pouvoir s'ouvrir. Alors que le canal sodique, lui, tac, c'est de l'instantané. J'ai assez de charge positive, boum, je m'ouvre. Pas le potassium. Eh bien, par contre, à l'inverse du sodium, regardez, le potassium, lui, il reste tout le temps ouvert. D'accord ? Tant qu'il est excité, il reste ouvert. Donc là, déjà, on distingue clairement que ces deux canaux ne sont pas constitués moléculairement de la même manière. Du coup, on a une ouverture lente du potassium, mais qui est continue tant qu'on est activé, alors que le sodium a une ouverture rapide, mais qui s'inactive immédiatement, même s'il reste stimulé, excité. Du coup, lorsqu'on trace la courbe IV, c'est-à-dire qu'on reproduit l'expérience de nombreuses fois, etc., et que du coup, je change à chaque fois le potentiel de ma membrane, du coup, je change la force électrique, du coup, je change les courants. Qu'est-ce qu'on distingue ? On voit très bien que le potentiel d'inversion, maintenant, il n'est pas à plus 60, il est à moins 90. Quasiment moins 100, pardon. Et quand on a fait le calcul de l'équation de Nernst, on est bien tombé à moins 100. Qu'est-ce que vous venez de démontrer ici ? Que la quantité d'électricité nécessaire pour que le courant soit nul ou qu'il puisse aller dans l'autre sens, d'où le potentiel d'inversion, est égale au potentiel d'équilibre. Donc votre canal est spécifique du potassium et il ne laisse passer rien d'autre. Résultat, vous venez de démontrer que le canal est très spécifique pour le potassium. Et lui, il a une conductance unitaire, intrinsèque, naturelle de 15 picosiemens, donc légèrement inférieure. C'est-à-dire qu'il laisse passer moins de potassium par unité de temps que le canot sodique qui laisse passer de sodium. Ok, résultat, on arrive maintenant à cette fameuse notion de probabilité d'ouverture. Ben oui, puisque la conductance d'une cellule n'est dépendante que des canaux ouverts. Or, comme ce sont des canaux qui sont sensibles à l'électricité, forcément, quand je change d'électricité, je n'ai pas la même chance de m'ouvrir. Résultat, ils ont fait cette expérience où ils ont modifié le potentiel de la membrane et ils ont regardé, en faisant 10 fois d'affilée la même manip, quel était, sur les 10 répétitions, le nombre de fois où il distinguait un courant, où le canal, s'était ouvert. Et ils ont pu tracer cette fameuse courbe sigmoïde qui correspond du coup à quoi ici ? À la probabilité de chance qu'un canal s'ouvre. Et regardez, le canal potassique, à partir de 0 millivolts, vous avez du coup le maximum de chances de vous ouvrir. Et vous aurez beau continuer à augmenter le potentiel, donc la force électrique, ça ne changera rien. Vous avez atteint le maximum de votre probabilité d'ouverture. Du coup, on comprend maintenant parfaitement la formule qu'on avait vue ensemble, qui nous disait que la conductance au potassium de toute ma cellule, c'est bien égal au nombre de canaux dont je dispose, multiplié par sa probabilité d'ouverture et par la capacité qu'il a tout seul à laisser passer des canaux. Et cette probabilité d'ouverture, elle change en fonction de quoi ? Elle change en fonction de la charge électrique. Si maintenant je prends un récepteur ligand, quelle est sa courbe ici de probabilité d'ouverture en fonction du VM ? C'est hyper important ça. Un récepteur canal, il a besoin de quoi pour s'ouvrir ? D'un ligand. Du coup, si je change ici mon potentiel de membrane et que je mets mon ligand, qu'est-ce que ça change sur la probabilité d'ouverture de mon canal ? Pardon ? Ouais, ça change rien. C'est-à-dire que vous soyez à moins 60, à moins 20, à 20 ou à 60, il aura
toujours la même probabilité d'ouverture. Et ça sera quoi du coup sa probabilité d'ouverture? C'est il y a le ligand ou il n'y en a pas. Par contre, les canaux voltage dépendants, eux, ont une probabilité qui change suivant le voltage. Résultat, maintenant on fait une manip un poil plus complexe. C'est la même, sauf que là, on inhibe, on se met dans la configuration outside out et non inside out. Donc l'extérieur de la membrane à l'extérieur de la pipette. Et on va enregistrer le fonctionnement de chaque canot. Qu'est-ce qui se passe? Si je mets du TEA, j'inhibe le potassique et j'enregistre bien au moment où je stimule, où je dépolarise ma cellule, j'enregistre bien une ouverture du canal qui est très rapide et qui, manque de bol, se referme tout de suite, alors qu'on reste dépolarisé. On est bien face au fonctionnement naturel du sodique voltage dépendant, on l'a reconnu. Si maintenant je mets du TTX, pas de souci, il met longtemps à s'ouvrir, mais une fois qu'il est ouvert, il reste ouvert, c'est gagné. Mais maintenant, quand je laisse les deux, c'est-à-dire que je mets aucune drogue, et comme il n'y a que du sodium et du potassium dans les milieux, il n'y a que le courant sodique et le courant potassique que je peux enregistrer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on distingue ici le potentiel d'action, mais dans sa vue extracellulaire, à savoir qu'on a bien d'abord un courant négatif, parce que le sodium rentre dans la cellule, puis, comme le canal se referme tout seul et que le potassique s'ouvre, vous avez ici une petite phase, là, un peu délicate, qui est donc une phase de lutte, de combat entre le potassium qui sort de la cellule parce que le canal s'est ouvert et le sodium qui rentre dans la cellule parce qu'il est encore ouvert. Et du coup, vous arrivez ici à une sorte d'égalité des forces, où il y a autant de sodium qui rentre que de potassium qui sort, donc ça s'égalise. Et tout d'un coup, pourquoi c'est le potassium qui gagne? Parce que le sodium s'arrête. Du coup, vous avez ici la phase de dépolarisation de votre potentiel d'action. Ici, vous avez la phase d'équilibre. Vous atteignez le sommet de votre potentiel d'action. Et ici, vous avez la phase de repolarisation. Pourquoi, comment? Parce que pendant un court temps, il n'y a que le sodium qui rentre. Et pourquoi il n'y a que le sodium qui rentre? Parce que le potassium n'est pas ouvert. Puis ça se stabilise. Pourquoi? Parce que les deux se combattent, les deux sont ouverts et les deux vont dans les sens opposés. Et enfin, pourquoi le potentiel d'action redescend? Tout simplement parce que le sodium s'inactive tout seul, parce qu'il y a trop de charge positive. Et du coup, il n'y a que le potassium qui bosse, du coup, il n'y a que le potassium qui sort. Du coup, vous repolarisez votre cellule. Vous venez de comprendre physiologiquement comment fonctionne et pourquoi le potentiel d'action a cette tête-là. Résultat, regardez la différence que l'on va avoir entre la fameuse outside out et la cellule entière. Qu'est-ce qui change entre les deux? Absolument rien, si ce n'est le nombre de canaux. Du coup, ici, c'est les courants que vous enregistrez, qui du coup ont quoi comme tête finale? Quand c'est tout lissé, ça ressemble à ça. Sodium qui rentre, puis les deux se combattent, puis le potassium sort tout seul. Et lorsque l'on est en cellule entière, du coup, vous avez exactement les mêmes phénomènes, les mêmes événements, mais qui sont démultipliés en termes d'intensité. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez démultiplié le nombre de canaux. Pourquoi je sais que ça s'est démultiplié? Parce que, regardez monsieur, il y a quasiment la même chose. Oui, il y a quasiment la même chose, mais attention, on est ici en picoampères, alors qu'ici on est en nanoampères. Du coup, tout ce que vous voyez ici, c'est 1000 fois plus grand que ce que vous voyez là. Et pourquoi c'est 1000 fois plus grand? Parce qu'il y a 1000 canaux. Et du coup, regardez, pourquoi du coup pour le sodium, j'ai la même courbe dans les deux avec juste un facteur 1000 entre les deux, alors que le potassium, lui, il dépasse largement l'autre parce qu'on a 1000 canaux de sodium et 5000 de potassium.
Du coup, ici, vous avez bien le facteur 1000, donc la même courbe. Ici, vous avez un facteur 5000, donc vous avez largement dépassé d'un facteur 5 ce qui se passe dans un seul canal. Ça va ça pour tout le monde? Fastoche, hein? C'est cool! Non. Ok, principaux événements. Là, par contre, ça va aller assez vite, parce qu'en général, c'est ce que vous savez. Si ce n'est ça. Ça, moi, je kiffe. Parce qu'en fait, pourquoi votre potentiel d'action monte si vite? Pourquoi il ne serait pas un peu plus couché? Du coup, si je reprends ça, hop là. Si on reprend ça, on nous dit toujours le potentiel d'action, hop, c'est ça, ça et ça. Ok, pourquoi c'est pas ça? C'est quoi qui fait qu'on passe de cette pente-là et non pas à cette pente-là? Tout simplement parce qu'en fait, le sodium active le canal sodique qui laisse passer du sodium, qui active le canal sodique, etc. En fait, l'idée, c'est que vous avez ici un auto-entretien du sodium sur le sodium. L'idée du potentiel d'action, comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur de l'énergie résiduelle. C'est quoi l'énergie résiduelle? C'est le déséquilibre chimique du sodium, par exemple, dû à la pompe NAK. Maintenant, ça c'est clair. Donc le sodium, il n'a qu'une envie dans la vie, c'est rentrer dans votre cellule. Mais il lui faut une pichenette pour rentrer. Parce qu'au début, il ne peut pas rentrer. Et pourquoi il ne peut pas rentrer? Parce que la conductance est de 0, parce qu'il n'y a aucun canal qui sont ouverts. Ok. Comment je fais pour les ouvrir? On vient de le décrire, il faut que j'atteigne moins 40 pour déformer le segment transmembranaire et ouvrir la boucle pore. Bien. Du coup, comment je fais pour passer de moins 60 à moins 40? C'est à vous, en tant qu'expérimentateur, ou si on est dans votre cerveau, c'est aux dendrites et aux autres neurones de dépolariser. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez atteint les moins 40 millivolts, c'est terminé. Le sodium fait le taf tout seul. Il n'a plus besoin de vous. Vous pouvez enlever les électrodes, vous pouvez faire une crise d'épilepsie, couper le cerveau, ce que vous voulez, le potentiel d'action se fera tout seul. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez ouvert un canal, sodium, et un seul, le sodium va s'engouffrer dedans avec une telle force qui va faire quoi dans la cellule quand il va rentrer le sodium? Il va la dépolariser, puisqu'il est lui-même une charge positive. Donc quand le sodium va rentrer à travers un canal sodique, il va augmenter le nombre de charges positives dans ma cellule. Du coup, je vais ouvrir 2 canaux sodiques. Du coup, j'ai 2 fois plus de sodium qui rentre, donc 2 fois plus de charges positives dans ma cellule. Donc j'ouvre 4 canaux sodiques, etc., etc. Du coup, c'est le sodium lui-même qui, parce qu'il rentre à travers les premiers canaux qui s'ouvrent, qui va lui-même dépolariser la membrane, du coup lui-même ouvrir d'autres canaux de ses copains, et ainsi de suite. Et ça s'auto-entretient sous une forme d'explosion. Du coup, pourquoi le potentiel d'action il va aussi vite, aussi haut? Tout simplement parce que la force électrochimique pour le sodium est très importante. Le sodium, il a envie de rentrer et la cellule a envie que le sodium rentre puisqu'elle est négative. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que c'est le sodium lui-même qui est capable d'auto-activer les canaux sodiques d'à côté et que cette boucle s'auto-alimente. Du coup, si je dois schématiser mon potentiel d'action, mais en courant, qu'est-ce qu'on distingue? Qu'on a au départ qu'un courant sodique, tout seul, puis tout d'un coup, environ autour des 1 milliseconde, pour vous dire à quel point ça va vite, vous allez avoir l'ouverture des canaux potassiques, et donc un combat entre le sodium et le potassium, puis le sodium va s'arrêter tout seul, et du coup le potassium va pouvoir finir le boulot et permettre ici l'hyperpolarisation. Et pourquoi
le potassium est capable d'hyperpolariser. Tout simplement parce qu'on n'est pas au potentiel d'équilibre de l'ion. Donc ici, il y a toujours le potassium qui a encore envie de sortir. Du coup, vous avez un écart là qui pousse le potentiel à descendre encore et encore et encore. Pourquoi du coup ça s'égalise? On va le voir plus tard grâce à la pompe NAK. Donc, les propriétés, alors là, je vais aller extrêmement vite parce que il n'y a rien de nouveau. La première, c'est la fameuse loi du tout ou rien. En gros, c'est moi, je crée une pichenette. Oh, ma pichenette n'a pas atteint moins 40. Du coup, j'ai pas de potentiel d'action. Je tape un peu plus fort. Oh, j'ai pas atteint les moins 40, donc j'ai pas de potentiel d'action. Du coup, je tape plus fort. Oui, j'ai atteint les moins 40. Du coup, j'ai un potentiel d'action. Et là, je tape encore plus fort. Eh ben, ça change rien. J'ai toujours qu'un potentiel d'action. C'est la fameuse loi du tout ou rien, c'est le moins 40 millivolts, et maintenant vous savez pourquoi. Parce que le canal sodique ne se déforme suffisamment pour ouvrir les boucles-pores qu'à partir de moins 40 millivolts lorsqu'il a assez de charge positive. Ok, donc ça c'est bon, on passe. L'autre, c'est les fameuses périodes réfractaires. Et ça, c'est super cool. On vous a toujours dit, oui, quand le potentiel d'action commence, il ne peut pas y en avoir un autre tout de suite. C'est ça la période réfractaire. C'est vrai. Mais maintenant, j'attends de vous que vous me disiez pourquoi. Pourquoi il existe une période réfractaire, physiologiquement. Parce que le canal sodique, tant que ma cellule, elle est en charge positive, il est inactivé, il est déformé et il ne peut se remettre en position initiale que si ma cellule redevient négative, que quand il y aura assez de négatif pour le rééquilibrer, le redéformer. Or, le potentiel d'action, il est en positif, il est en positif. Du coup, comment je fais pour faire un nouveau potentiel d'action? Je suis obligé d'attendre que ma cellule passe largement en dessous des 0 millivolts de manière à reformer et à repositionner votre canal sodique. Voilà pourquoi. Et bien ça, c'est ce que l'on appelle la période réfractaire absolue. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez rien faire. Le canal ne s'ouvrira plus puisqu'il est ouvert, mais inactivé. La notion d'ouverture et d'inactivation est très importante. Dans toute la première partie, le canal est ouvert et il s'inactive. Donc comment je fais pour le rouvrir? Je ne peux pas. Et donc c'est que quand j'aurai atteint un seuil suffisant de négatif que je vais pouvoir le redéformer dans l'autre sens et donc je suis dans ce que l'on appelle la période réfractaire relative. Pourquoi relative? Parce que si vraiment je le veux, si vraiment j'ai vraiment envie de faire un potentiel d'action, je peux. Pourquoi? Parce que j'ai reformé mon canal sodique. Mais alors pourquoi on dit relative? Pourquoi c'est pas juste je peux? Qu'est-ce qui se passe ici qui gêne la fabrication d'un nouveau potentiel d'action? Ce qui fait que c'est relatif. Alors qu'une fois qu'on est revenu à VM, il n'y a plus de période réfractaire. Quel est l'élément physiologique ici qui gêne la mise en place d'un nouveau potentiel d'action, alors que le canal sodique, depuis les 2 millisecondes, il s'est reformé, il s'est remis dans sa position, donc il peut se rouvrir. C'est quoi qui pose problème? Ce qui fait que c'est relatif. Je vous écoute. Pourquoi l'activité doit être plus forte? Enfin, la stimulation, du coup, on va parler, ou l'excitation doit être plus forte. Pourquoi? Je ne comprends pas. Au contraire, là, tu es vachement proche des moins 40 millivolts. Donc ça va être super facile de l'ouvrir, ton canal sodium. Exactement, super. L'événement physiologique qui se passe, c'est que pour l'instant, le K+, les canaux K+, sont toujours ouverts. Donc le K+, continue à sortir. Du coup, quand je veux restimuler mon canal sodium, réatteindre les moins 40, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut non seulement que j'atteigne moins 40, mais qu'en plus je me bagarre contre le potassium, qui continue à sortir et à diminuer. Du coup, c'est plus dur pour moi. Alors que quand les canaux potassiques sont complètement fermés, là, il n'y a rien qui s'oppose à moi,
et donc je peux augmenter mon VM à moins 40, tranquillou. Personne ne va aller contre moi. Pendant la période ici d'hyperpolarisation, vous êtes embêté. Pourquoi? Parce que le potassium continue à sortir de la cellule, donc s'oppose à une dépolarisation. Et c'est pour ça que vous avez une hyperpolarisation, c'est pour rendre le nouveau potentiel d'action plus dur à atteindre. Puisque quand on est à moins 70 ou moins 80, on est plus loin du moins 40, comme on avait fait avec la morphine. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué à intégrer. Ok, maintenant comment le potentiel d'action, lui, se propage sur l'axone? Comment il se déplace? Eh bien, on a défini que le potentiel d'action était toujours le même, toujours identique, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que si je prends un motoneurone de la moelle épinière, ici au niveau lombaire, qui va venir exciter les muscles des orteils, vous avez donc un axone qui fait 1 mètre de longueur. Eh bien, le potentiel d'action dans la moelle épinière ou à bout de l'orteil 1 mètre plus loin a la même intensité, la même durée et la même forme. Qu'est-ce que donc on voit ici? Je vous écoute. Comment ça se fait que au tout début ici de l'axone, au moment où on vient de créer le potentiel d'action, pourquoi il ne ressemble pas à un potentiel d'action classique comme on le dessine? Pourquoi il a cette tronche un peu chelou? Comment ça se fait ici que vous avez une forme du potentiel d'action qui est différente de celle que vous avez ensuite beaucoup plus loin? Alors? Tout simplement parce que au moment de la constitution de votre potentiel d'action, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, une sorte d'artefact de stimulation qui va se propager, qui va être légèrement en avance sur votre potentiel d'action, et on va le voir, qui va du coup créer une sorte d'onde de choc. En gros, c'est comme quand vous lancez un caillou dans une eau plate, il va y avoir des ondes qui se répartissent et qui s'éloignent au fur et à mesure. Du coup, vous avez bien de l'eau qui bouge très très loin de là où on a lancé le signal. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... que l'artefact de stimulation, quand il va se déplacer sur l'axone, il ne va pas aller très très loin. Pourquoi il ne va pas très loin? Parce que comme les vaguelettes, quand on a lancé la pierre, elles s'atténuent au fur et à mesure qu'elles se cognent contre les molécules d'eau d'à côté. Donc la vague électrique que vous avez mise au point de départ, eh ben, elle va s'atténuer au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Par contre, le potentiel d'action, lui, il ne s'atténue jamais. Pourquoi il ne s'atténue pas? Parce qu'à chaque moment de votre axone, vous recréez à zéro un potentiel d'action. Donc il faudrait que vous vous imaginiez que je lance un caillou, ça fait une vague, et que quand la vague elle avance un peu et qu'elle commence à diminuer, je relance un caillou, ça refait la vague, et quand elle diminue, je relance un caillou, ça refait la vague. Du coup, ma vague, elle a toujours la même taille, elle a toujours la même forme, puisque je la recrée à chaque moment. Alors que la stimulation, elle, je l'ai faite au départ, et après terminée. Je ne vais pas m'amuser à la refaire à chaque fois. D'accord? Voilà la logique. Du coup, il est légèrement déformé parce qu'il y a des petits courants d'ions dus à ma stimulation qui vont se mélanger, entre guillemets, avec le potentiel d'action. Et au fur et à mesure, ces petites vagues vont s'atténuer, vont diminuer, pas mon potentiel d'action que je refabrique à chaque fois à zéro. Grâce à quoi? Grâce à l'auto-entretien explosif du sodium sur ces canaux. Et on n'a besoin que du sodium pour ouvrir les canaux sodiques et ainsi de suite. Du coup, voilà, physiologiquement, à quoi ressemble un potentiel d'action. C'est pas beau? C'est facile, ça, non? En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est justement pourquoi et comment les ions vont se déplacer. On va le détailler, parce que là, c'est le schéma final, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, on va le détailler point par point. Je prends une membrane plasmique, intra-axonale, extra-axonale, et j'y colle du coup des canaux. Canaux potassiques, voltage dépendant, canaux sodiques, voltage dépendant, et des canaux de fuite, et notamment les canaux de fuite au potassium. Et vous allez voir qu'ils jouent un rôle.
Au moment où, du coup, je vais créer un potentiel d'action ou une excitation ou une stimulation, on va donc le faire toujours dans le même sens. Et on va ensemble comprendre pourquoi. D'ailleurs, ça va toujours dans le même sens. On va le comprendre ici. Du coup, il y a le sens de propagation de l'excitation qui est dans ce sens-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le sodium s'ouvre. C'est lui qui s'ouvre en premier. Pourquoi il s'ouvre en premier? Parce qu'il réagit tout de suite. Pourquoi lui, il ne s'ouvre pas? Parce qu'il a une inertie. On l'a vu tout à l'heure. Il va s'ouvrir, mais il lui faut un tout petit peu plus de temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où le canal sodique s'ouvre? Vous avez une vague de sodium qui pénètre dans la cellule. Mais il ne reste pas là, le sodium. Il ne va pas rentrer dans le canal et rester là en mode tranquillou. Non, c'est la nature qui veut un équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sodium va diffuser. Il va se déplacer sous la membrane, se mélanger à l'intérieur du cytoplasme. Et il va aller, du coup, dans les deux sens. D'abord, dans ce sens, enfin, il n'y a pas de d'abord d'ailleurs, il fait tout en même temps. Ça se déplace dans tous les sens. Mais quand ça arrive ici, qu'est-ce que ça crée? Un surplus de charge positive. Du coup, le potassium, qui a des canaux de repos au potassium, de fuite, qu'il est appelé aussi de fuite, va du coup sortir de la cellule parce que localement, il y a trop de charge positive. Et là, on est en train de parler de quelque chose de local, d'accord? Si je suis 1 millimètre plus loin, il ne se passe rien. Mais localement, il y a trop de sodium au même endroit. Du coup, la cellule, elle a trop de charge positive au même endroit. Du coup, le potassium sort. C'est le seul qui peut sortir, puisque c'est le seul qui a une bonne quantité de canaux de fuite. Du coup, ça vous crée une sorte de sphère comme ça qui s'auto-entretient parce que le sodium rentre, donc il pousse le potassium dehors. Et comme il y a du coup un rajout de plus dehors, ça donne encore plus envie au sodium de rentrer. Donc vous avez une sorte de tourbillon comme ça qui se crée, où le sodium rentre, fait sortir le potassium, qui fait rentrer le sodium, et ainsi de suite. Ça auto-alimente votre potentiel d'action. Quand il va de l'autre côté, d'accord, puisqu'on a dit qu'il se répartit partout en dessous de la membrane, eh ben, il va aussi aller, entre guillemets, activer les canaux potassiques qui mettent un petit moment à s'ouvrir. Du coup, quand le canal potassique va s'ouvrir, vous allez là, cette fois-ci, avoir une guerre entre la sortie du potassium et l'entrée du sodium. C'est que lorsque votre potentiel d'action commence à se repolariser. Ensuite, vous allez du coup continuer cette propagation jusqu'au prochain canal sodique, voltage dépendant, et vous recommencez cette boucle d'auto-entretien un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin. Pourquoi, du coup, vous ne pouvez pas revenir en arrière? À cause, justement, de canal potassique, qui, parce qu'il s'ouvre avec un peu de retard, il va, du coup, créer ici une hyperpolarisation. Du coup, je ne peux pas envoyer mon potentiel d'action vers ce sens-là, puisque mon canal potassique va l'empêcher de revenir en arrière. L'autre point très important à retenir, c'est que vous avez, au moment où lorsqu'on distingue, quand on dessine un neurone, vous savez qu'il y a donc ces fameuses dendrites qui vont récupérer les informations. Et après, vous avez une sorte de petite structure ici, avant l'axone, que l'on appelle comment? Comment s'appelle cette zone-là? Je vous écoute. Comment on l'appelle? La gâchette, ouais. Le cône axonique. Pourquoi le cône axonique? Parce qu'il ressemble à un cône. Qu'est-ce qui se passe sur mon cône axonique? C'est que sur quasiment toutes les dendrites, vous avez très peu de canaux sodiques, voltage dépendant. Par contre, allez, je vais vous les faire comme ça. Donc ça, c'est le Na+, voltage dépendant. Par contre, quand vous êtes dans le cône axonique, là, vous en avez énormément. Du coup, c'est pour ça
qu'on l'appelle la gâchette, ou le cône axonique, parce qu'en fait, le potentiel d'action ne peut être lancé, initié, démarré que ici, puisqu'il n'y a que là où vous avez assez de canaux sodiques, et qu'ensuite il va du coup se propager par là. Pourquoi il va se propager par là? Pourquoi il n'ira pas ailleurs? Parce qu'ici, il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendants en suffisamment grande quantité. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous créez une onde qui va s'arrêter, s'amoindrir, s'amenuiser. Alors qu'ici, vous allez reproduire l'onde, la recréer, la reformer et du coup l'entretenir. Voilà la logique du déplacement d'un potentiel d'action et pourquoi il va dans un sens et pas dans un autre. Résultat, si par contre, et ça c'est important, si par contre j'arrive avec une électrode de stimulation en plein milieu de mon axone, ben là j'ai autant de canaux voltage dépendants que dans le cône axonique. Du coup, ici, vous allez pouvoir créer cette fois-ci un potentiel d'action qui va aller dans les deux sens de circulation, puisque vous aurez des canaux sodiques à votre gauche et à votre droite en autant de quantité, et quand vous allez stimuler tout le monde en même temps. Du coup, une stimulation ici au milieu de l'axone crée des potentiels d'action qui vont dans les deux sens parce que vous avez autant de sodium de deux côtés, alors qu'au niveau de corps cellulaire, vous n'en avez qu'au niveau du cône axonique. Du coup, vous pouvez faire qu'une propagation linéaire et unidirectionnelle. Voilà un petit peu la logique un peu plus poussée par rapport à ce que vous connaissez du potentiel d'action. Bien. La propagation maintenant qui a lieu via la gaine de myéline et donc qui va super méga vachement plus vite. Et pourquoi ça va super méga vachement plus vite? Parce qu'en fait, au lieu de faire le téléphone arabe de je te raconte quelque chose et puis toi tu le racontes là et puis toi tu le racontes là et puis là, et ben en fait je parle directement là-haut, c'est plus clair, comme ça ils m'entendent d'en haut jusqu'en bas. Là c'est le même principe. Si je prends le schéma de là, qui est vraiment le potentiel d'action, comment il se déplace, eh bien il se déplace du canal sodique au canal sodique, au canal sodique au canal sodique. Oui, mais là, on gagne du temps puisque les canaux sodiques sont très espacés les uns des autres. Du coup, au lieu de faire de proche en proche, on va faire de loin en loin, ce qui fait que c'est comme si on envoyait un message vachement plus loin qui va refaire le potentiel d'action, puis l'envoyer très loin. Du coup, on dit que le message donc est saltatoire, et je crée un nouveau potentiel d'action à chaque nœud de Ranvier. Et ce potentiel d'action va aller activer les canaux sodiques pour refabriquer un nouveau potentiel d'action au nœud Ranvier d'après. Pourquoi ? Parce qu'il diffuse sous la membrane. Parce que le sodium qui est rentré en masse au premier nœud de Ranvier va du coup se diffuser sous la membrane, va se diffuser sous la myéline et va aller activer les canaux sodiques du nœud de Ranvier numéro 2. Et ainsi de suite. Du coup, le schéma, comme on l'a fait, des courants qu'on va distinguer est exactement le même, mais espacé. Du coup, on gagne du temps. Résultat, canaux sodiques, voltage dépendant, très éloignés l'un de l'autre, avec des canaux potassiques de fuite et avec des canaux potassiques voltage dépendant. Le sodium rentre, ça fait une grosse vague, et là, ça diffuse sous la myéline pour provoquer la sortie du K+ par les canaux de fuite et l'ouverture des canaux sodiques et potassiques, ce qui va créer ici une hyperpolarisation et va créer ici un nouveau potentiel d'action. Donc en fait, le potentiel d'action qu'on a au départ dans la moelle épinière ou celui qu'on a au bout du pied au niveau du muscle n'est pas le même du tout. C'est juste qu'il a été refabriqué à zéro à chaque nœud de Ranvier. Donc on dit il y a le message qui se propage comme si c'était une onde. Ben là non, c'est pas vrai. C'est qu'en fait on le fabrique, puis il se déplace et on le refabrique. Puis ça se déplace et on le refabrique. Ce qui va se déplacer, c'est pas le potentiel d'action en lui-même, finalement, c'est l'onde de choc, entre guillemets, c'est cette fameuse onde sodique qui passe sous la myéline. Bien, maintenant, et du coup pour terminer, on en arrive à, lorsqu'on va s'intéresser non plus à un seul axone,
mais à un nerf qui fait partie du système nerveux périphérique. Et c'est quoi un nerf? C'est un ensemble d'axones. Qu'est-ce que ça change physiologiquement? Eh bien, en fait, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je regarde le potentiel d'action vu de dehors maintenant, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vais stimuler ce qui va me créer cette notion d'artefact, de stimulation. C'est quoi? C'est beaucoup de charges positives dans ma cellule. Résultat, ça fait quoi au moment où on arrive du coup sur l'électrode d'enregistrement? Eh bien, ça fait qu'il y a des potassiums qui sortent par les canaux de fuite parce qu'ils sont dégagés par les charges positives qu'on lui a rajoutées. Donc d'abord, l'artefact est un courant positif du potassium qui sort parce qu'il est dégagé par les charges positives. Ensuite, il y a les canaux sodiques qui vont s'ouvrir. Et les canaux sodiques, quand ils vont s'ouvrir pile poil sous votre électrode, alors là, qu'est-ce qu'elle détecte l'électrode? Une fuite massive du sodium à l'intérieur de notre axone. Pas de problème. Et au moment où cette onde va continuer, qu'est-ce qu'on va voir s'ouvrir en deuxième temps? Le potassium. Et du coup, dans ce cadre-là, quand on arrive pile poil en dessous de notre électrode, on voit arriver dans notre face une grosse quantité de potassium correspondant à la sortie, à la repolarisation. Et enfin, on stoppe tout et on revient au VM de départ. Voilà comment ça fonctionne lorsqu'on regarde un axone vu de dehors. Si maintenant je regarde un nerf, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous allez avoir une addition du déplacement des ions de tous les axones qui sont concernés. Qu'est-ce que donc ça veut dire? Si je fais, et ça c'est super intéressant, si je fais une toute petite stimulation à un endroit du nerf, je vais peut-être avoir assez de force pour atteindre les moins 40 millivolts sur l'axone qui est collé à mon électrode, mais pas forcément à l'axone qui est beaucoup plus loin. Du coup, quand je stimule un tout petit peu, je vais enregistrer un potentiel d'action vu de dehors qui est très très proche du potentiel d'action d'un axone. Par contre, si je commence à mettre la grosse patate, à taper très fort, dans ce cadre-là, pour un axone, ça ne change rien. On l'a vu tout à l'heure, la loi du tout ou rien. Un axone fera quand même un seul potentiel d'action tout bêta. Pourtant, je lui ai mis la sauce en charge positive. Mais ce que ça change d'un point de vue d'un nerf, c'est que du coup, je vais exciter l'axone qui est collé à moi, mais aussi les axones qui sont à côté. Du coup, quand moi je vais enregistrer les courants, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas le sodium qui rentre dans un axone, je vois le sodium qui rentre dans 10 axones. Du coup, la vague s'amplifie, la vague augmente de manière massive. À l'inverse, quand arrive l'ouverture des canaux potassiques, qu'est-ce qui se passe? Le potassium sort, et il ne sort pas d'un axone, il sort de 10 axones. Du coup, ça augmente de manière massive la quantité d'ions potassium qui vous reviennent à la figure. Résultat, vous avez une loi qui dit que plus vous allez stimuler fort un nerf, plus le potentiel d'action d'un nerf, c'est ça qu'on l'appelle le potentiel d'action du nerf, va augmenter. Et pourquoi il va être de plus en plus grand? Tout simplement parce qu'il va recruter de plus en plus d'axones. Et on va atteindre un plafond qui sera parfaitement dépendant du nombre d'axones que vous avez dans un nerf. Si dans un nerf j'ai que 10 axones en tout ou 100 axones, forcément la taille des courants d'ions sera 10 fois supérieure. Du coup, c'est ce que l'on appelle le potentiel d'action du nerf, et c'est un TP que vous pourrez faire, mettre en pratique ce phénomène au 2e semestre, si vous le souhaitez, si vous êtes sage et mignon. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine.